je veux bien utiliser votre système si vous développez ça, ça, ça et ça. Je dis, ok, on s'engage à le développer, mais payez-nous et puis on le fait après. Oui. Ah non, moi je n'achète qu'un produit fini. D'abord, c'est un coup dur parce qu'on était à pratiquement 1 million de check-in par mois, juste avant le Covid. On est passé à 200 000 en quelques semaines. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Salon. Aujourd'hui, comme d'habitude, invité exceptionnel pour une émission qui est tout autant. Aujourd'hui, on reçoit Grégory Blondeau, qui était le CEO de Proxyclick. Il a vendu l'année passée une plus belle exit de l'année passée en Belgique. C'est quelqu'un qui a de la carrière, quelqu'un qui a vécu 3 pivots, qui a vécu un déplacement aux États-Unis qui ne s'est pas passé comme prévu. Quelqu'un qui a souffert comme entrepreneur, mais qui a fait une très belle exit l'année passée. Il va nous détailler un peu ça, tous les secrets de comment réussir ce passage hyper important dans la vie d'une entreprise. C'est Grégory qui nous raconte tout. C'est maintenant l'émission. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans le Salon. Youssef est là. On est tous là. Je sens que l'épisode il va être très très bon. C'est vraiment l'intro du Youssef. Dès qu'on commence, il dit je sens que l'émission va être bien. Non, ça dépend des invités. Est-ce qu'on sait encore si c'est vrai ce que tu dis On verra à la fin, on en reparlera. Ok, on en parlera à la fin. Et alors, incroyable, notre nouvel invité, Monsieur Blondeau. Proxyclick, CEO de Proxyclick. Grégory. Était Grégory, hein, ce sera dans l'émission. On se tutoie ici, non? J'ai cru comprendre. Exactement, on se tutoie. Alors, Grégory, toi, tu es évidemment un très jeune entrepreneur, il faut le dire, parce que, évidemment, on va parler de success story aujourd'hui, parce que Proxyclick, c'est une société qui a été vendue. Et ça, beaucoup de gens en rêvent, peu de gens le font. Donc, on va aussi un peu discuter de ça. On va beaucoup discuter de ça aujourd'hui, aller un peu dans les coulisses de cette histoire-là. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. Et tu as été ouvert par rapport à ça, tu as pu en parler. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait t'avoir dans l'émission, pour savoir que même s'il y a une fin qui est très belle, parfois le chemin est quand même sinueux. Très sinueux. Et que personne ne soit désespéré si lui est en train de vivre un chemin sinueux pour l'instant. C'est normal. C'est normal. Il peut y avoir du soleil, quoi. Proxyclick, tu peux nous redire ce que c'est exactement? Alors, on a pivoté plusieurs fois. Oui. L'idée de départ, quand on a démarré, c'était une plateforme pour les entreprises pour commander leur déjeuner le midi. Donc c'était remplacer le fax à l'époque par la commande en ligne. Donc l'accueil, la réceptionniste choisissait un restaurant du jour et tous les employés commandaient dans ce restaurant, payaient en ligne et le livreur arrivait avec la nourriture. C'est comme ça qu'on a commencé. Ok. Et là, j'avais encore mon job à plein temps ailleurs. Je faisais ça dans une autre start-up, je bossais. Et le midi, j'allais visiter les entreprises tout près de mon bureau pour convaincre les réceptionnistes d'utiliser le système. Okay. C'est comme ça qu'on a commencé. Okay. Après, en parlant à ces réceptionnistes, on a identifié d'autres problèmes qu'il y avait à l'accueil. Il y a un problème pour gérer le parking, un problème pour l'accueil des visiteurs, un problème pour la maintenance, tu sais, la machine à café qui est cassée, etc. Et on s'est dit, on va digitaliser tous ces processus. Alors, on a eu jusqu'à 6 processus qu'on a digitalisés, dont les visiteurs. Ok. Ça, c'est le deuxième pivot, enfin le premier pivot quelque part. Et puis le suivant, ça a été, on s'est rendu compte que les visiteurs, l'enregistrement des visiteurs à l'accueil, sur une tablette, le salarié qui est informé que son visiteur est arrivé, et ça, c'était le truc qui décollait. On avait des demandes du monde entier sur le site, de toutes les boîtes les plus cool de la planète, qui nous contactaient. On se réveillait le matin, il y avait Airbnb, il y avait Apple, il y avait Dropbox. Mais qu'il est énervant. Voilà. On se réveillait le matin, et dans notre C'était dingue. Et ça a pris 7-8 ans d'arriver à ça. Alors on a tout arrêté. Oui. On n'a fait plus que ça. Et là, je te parle, on est en 2014. Et comment tu peux... Donc, ok, c'est signaux de marché, mais on me dit comme ça, à moi, on va révolutionner l'accueil de l'entreprise et les gars seront informés par un QR code et une photo, je sais pas quoi. Je me dis, ok, sympa, mais... En 2014. Ouais, c'est pas fou. Comment, toi, t'as capté que c'était un truc qui allait prendre, que ça pouvait intéresser Dropbox, Airbnb, tu vois? Ben écoute, j'ai rien capté du tout puisque ça a pris 7 ans de tâtonnement pour trouver le bon. Ouais. On a fait un business plan ou un business case in real life, tu vois. Ouais. On s'est pas dit on a une idée, on va essayer. Non, on va essayer plein de trucs et puis on voit ce qui marche. Donc il y avait 6 produits et il y en a un qui marchait, c'était incroyable. Donc les demandes venaient de digitaliser le processus à l'accueil. Et effectivement, à l'époque, on nous regardait comme tous les entrepreneurs. On regarde l'entrepreneur, mais ça marche très bien maintenant. Pourquoi tu veux changer? Enregistrer les visiteurs sur papier, ça existe depuis la nuit des temps. Les petites grilles qu'on mettait pour les pompiers, à quelle heure tu arrivais, à quelle heure tu vas sortir.
l'immatriculation de ta bagnole, qui tu vas voir. J'ai des essais, même je marquais des faux noms, etc. Personne ne lisait jamais ce truc. Personne ne lisait jamais. Oui. Et donc, ça répondait à un besoin. Et ce qui était incroyable, c'est de voir comment fonctionne l'innovation dans le monde. Parce que nos clients, ce sont des facility managers. Donc, ce n'est pas des grands chefs d'entreprise. C'est des gestionnaires de bureaux. Et c'était fascinant que les demandes qu'on avait sur le site web, c'était en premier de facility manager situé en Californie. Comment ça se fait qu'un facility manager en Californie pense avant un facility manager situé en Belgique qu'il faut digitaliser l'accueil? Parce qu'il est exposé en continu à de l'innovation, à de la digitalisation. Et donc, ils nous contactaient comme ça. Et puis après, c'est même pas toi qui avait un bureau là-bas, qui a fait jamais on a eu de bureau. Non, ça est devenu beaucoup plus tard. On avait 40% du revenu aux US sans avoir de monde là-bas. Tout d'un coup, ça a décollé là-bas. C'était fascinant. Vraiment fascinant. Et beaucoup, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a beaucoup d'histoires à raconter. On a vraiment le temps. Choisis ton histoire. Notre bureau était tout près d'ici, au village partenaire. Et je me rappelle... En tout cas, Bruxelles, village partenaire à Saint-Gilles. Voilà, à Saint-Gilles, on est effectivement près de la gare du Midi. Et je me rappellerai toujours qu'on on essayait de convaincre, je crois que c'était Fabricom ou Cofeli, une de ces boîtes, d'utiliser notre système. J'avais déjà fait 3 réunions, etc. Et tu dis, mais c'est pas possible, on est une société belge, la boîte est une société belge aussi. On va pas les entuber, quoi. On parle d'une digitalisation simple. Et le type disait, je veux bien utiliser votre système si vous développez ça, ça, ça et ça. Je dis, OK, on s'engage à le développer, mais payez-nous et puis on le fait après. Ah non, moi je n'achète qu'un produit fini, dit le gars, parce qu'on ne sait jamais ce que vous allez faire. Je compare ça avec l'américain. Le gars, je crois qu'il était à Austin, au Texas. Je lui parle 2 fois. Au deuxième call, il dit, écoutez, votre produit est dingue, mais il manque ça. Je lui dis une chose. Et je lui réponds, on est prêt à le développer pour vous. Si vous utilisez le système sur tous vos sites, il y avait 35 sites ou 30 sites, pour 50 000 € par an. Le gars me dit, OK. Là, tu as comparé la Belgique et l'Amérique. J'ai tapé le prix au hasard. Ici, le gars que tu connais via Second Connection sur LinkedIn, qui était dans la même unif que toi, tu vois, qui peut venir te trucider si tu l'arnaques. Ben non, il refuse de te donner même 1000 balles. Tandis que l'Américain, il dit OK. Le lendemain, on avait la facture. Une semaine après, on avait 50 000 balles sur le compte. On n'en croyait pas. Incroyable. Et là, on s'est dit, mais attends, mais l'effort marketing est tellement... le rapport, le revenu sur ton retour sur investissement marketing est tellement plus élevé aux États-Unis qu'en Belgique. On a commencé à pousser de plus en plus sur le... Donc pour revenir à l'innovation, tu as d'abord la côte ouest, puis c'est la côte est, puis c'est UK. Quand tu vois les demandes qui rentrent sur le site pour le gars qui Google Visitor Management System, tu vois, c'est pas le CEO d'une boîte, quoi. Puis nord de l'Europe, Suède, etc. Australie, Nouvelle-Zélande. Toujours pas la Belgique. Toujours pas. Et puis ça descend petit à petit. Pays-Bas, Belgique, etc. Yes, on arrivait. C'est fascinant. C'est fascinant d'observer sur un produit de base comme. On avait Amélie Maton d'Ecostéril qui est venue il n'y a pas longtemps et qui disait moi j'ai des clients dans le monde entier, j'en ai 0 en Belgique. 0. On est leader sur notre secteur en Belgique, traitement des déchets hospitaliers et être sûr que ces vêtements ne filent pas le Covid à quelqu'un. Enfin, bref, un truc quand même de pointe. Il dit voilà, on est à Mons, on n'arrête pas, on est le poster child des politiques, l'industrialisation qui marche, blablabla. Aucun client en Belgique. J'en ai une bonne à ce propos-là. Donc le Belvin qui organise son voyage dans la Silicon Valley avec tous les CEO, etc., pour découvrir l'innovation, comment on pourrait répliquer la même chose. Ils visitent des bureaux, ils vont voir Google, ils vont voir Airbnb, etc. Ils vont chez Airbnb et ils voient, tiens, mais ça a l'air bien ce système d'enregistrement des visiteurs. C'est beau l'innovation en Amérique quand même, on n'a pas ça en Europe, etc. Et ils demandent les contacts de la société. Ils disent, écoutez, très bon. Il t'a envoyé 55 mais t'as pas répondu. C'était Proximus. C'était Proximus qui a demandé. Et t'es arrivé chez eux ou pas? Et alors, c'est arrivé, ils nous ont contactés après parce qu'ils avaient découvert en Amérique l'innovation, tu vois. Excellent. Pour Sylvie, tu peux nous dire pour la cartographie de l'année passée ou même cette année, mais combien d'employés, chiffre d'affaires, les concurrents voilà. Alors pendant des années et des années, on est resté en dessous du million d'ARR pendant
moi, je dirais une dizaine d'années. Et puis, on est monté jusqu'à 10 millions d'ARR, donc 10 millions de revenus récurrents annuels. Tout du récurrent, donc de l'abonnement. Le client le plus gros nous payait 500 000, 600 000 euros par an. En quittant, en vendant, on est arrivé à 1 million avec un client. Okay. Qui aurait cru, on n'y croyait pas nous-mêmes, qu'un jour, quelqu'un payerait 1 million d'euros par an pour enregistrer ses visiteurs. Yes. En fait, le calcul est simple. Il y a un vol. On vole quelque chose qui coûte très cher. Le client de 500 000, un jour, c'était une société logistique. Un jour, il y a un visiteur qui est arrivé avec une casquette de l'entreprise, un t-shirt de l'entreprise. Il est arrivé à l'accueil, il a dit « Je viens chercher le camion là-bas. » Ok, très bien. Il signe le papier, n'importe quoi. Il rentre et il part avec le semi-remorque. Et un camion avec 2 millions de dollars d'électronique, de téléphone, de télévision, etc. C'est monté jusqu'au board, conseil d'administration de l'entreprise. Ah oui. Et donc, c'est facile le raisonnement. Une fois que tu perds 2 millions avec un camion, payer 500 000 pour les visiteurs, dans le monde entier, ils ont équipé 500 sites. Je me sens très bête. Moi, alors que j'ai préparé cette interview et que je connais ton aventure, je voyais le côté facilitation de l'enregistrement, mais en fait, c'est la sécurité que tu, c'est la sécurité. Tu fais. Évidemment, exactement un bon point. Au début, c'est cool, on digitalise, voilà, on met un iPad, c'est mieux qu'un papier. Au début, c'était ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a énormément de startups, de boîtes tech qui ont utilisé le système. Et puis, par la suite, on est passé vers des raisons de sécurité. Le NDA signé, la liste des visiteurs en cas d'urgence qui est dans le bâtiment, les intégrations et le contrôle d'accès. Tu vois, les tourniquets intégrés avec ça. Pour revenir à ta question, donc on est monté jusqu'à 10 millions d'ARR et 100 personnes. Okay. On était jusque 100. Okay. Le grand concurrent du secteur, c'était qui? Alors, alors, c'est amusant. Imagine que les auditeurs connaissent ces sites où sont répertoriés tous les softwares disponibles en SaaS. Il y a G2, G2 Capterra, Crowd, G2, il y a Capterra. Au tout début, dans la catégorie Visitor Management de Capterra, il y avait à peine la catégorie, quoi. On était 4-5. Ah ouais, on était un petit comité. Ça coûtait pas très cher d'avoir des clics, mais il n'y a personne qui venait. Aujourd'hui, tu vas voir la catégorie, il y a 200-300 boîtes. D'accord. Plein de gens ont développé des apps pour les visiteurs, etc. Okay. Et ça s'est segmenté. Apps pour les écoles, apps pour l'industrie, etc. etc. D'accord. Mais il y en a 3 là-dedans qui ont commencé plus tôt et qui ont percé. Un Canadien, un Américain et nous. Et donc, j'ai rencontré tous. Personnellement, on s'est vu très souvent. L'Américain, c'est le produit de la Silicon Valley. Un geek qui a commencé chez Google, qui était l'employé numéro 15 de Twitter, qui a démarré son truc et qui était très impressionnant pendant toute la compétition avec lui, a levé beaucoup plus d'argent que nous. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand après avoir vendu, je l'ai vu, j'étais en voyage, j'étais à San Francisco, et j'étais le voir, et je lui ai demandé, tiens, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Parce que de son point de vue, on a perdu, il a gagné, puisque nous, on n'est plus dans la course. Oui, ça. Il m'a dit 2 choses. 1, location, Bruxelles, c'est plus difficile de convaincre d'innover à Bruxelles. Et 2, et ça, je ne suis pas convaincu, parce qu'avec un bon site et du bon SEO, tu peux générer des leads de la planète entière. Et donc ça, c'est le conseil à tout le monde de commencer au plus vite de vendre son produit digital dans le monde entier. Et deuxième erreur, you did not raise enough money, Gregory. On avait levé 18 millions au total, je trouvais ça énorme. J'ai le tableau Excel, je me rappelle encore. Je lui dis, mais j'ai pas, je sais pas comment j'aurais pu dépenser plus, tu vois, c'est pas facile. Et lui, il a levé au total 150 millions, un truc comme ça. Au moment où on a vendu, il a annoncé une levée de fonds de 111 millions. Il est devenu licorne à ce moment-là. Bon, maintenant, ça a rebaissé avec le marché. Mais donc lui, il dit un truc, c'est important de comprendre la manière de penser, c'est raising more allows you to fail more. Try more, to fail more. Et donc, cette culture on monte une équipe de 10, tu as quelqu'un une idée, ok, on va recruter 10 personnes, ça ne marche pas, boum, on fait autre chose. Donc, il y a une culture d'entreprise aussi. Et c'est vrai que c'était terriblement difficile de concurrencer quelqu'un qui a tellement de moyens. Exact. Parce que tu as beau avoir des moyens, comparé à une autre start-up en Belgique, ça reste
ton marché, il est mondial. Donc, tu concurrences contre un gars qui a beaucoup plus d'argent que toi. Donc, tu dois être beaucoup plus malin, ou essayer en tout cas, et essayer de prendre les meilleures décisions, de te tromper moins. Ce qui n'est pas évident. Ce qui maintenant, on imagine comme il y a moins d'accès au capital maintenant, peut-être que cette grande, qui était vraie pour les Américains, les grosses levées, ça a pu perdurer comme ça, de dire, lève à fond, on verra. Peut-être que là maintenant, ça va gagner, mais c'est sûr que... et c'est un peu le combat hors, évidemment, aux boîtes de chacun, mais Take It Easy versus Deliveroo. Quand Deliveroo, Take It Easy levait 16, nous étions en Belgique, mais il lève 16 millions, mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop. Mais enfin, et Deliveroo levait 400 millions. Dans le même trimestre, quoi. T'es là. Ah oui, et tu te bats contre... C'est une... Et malheureusement, c'est levé fonds un peu de mauvaise presse aujourd'hui, parce que voilà, c'est pas forcément compris. C'est pas forcément compris. Alors oui, si c'est une société qui n'a pas de revenus et on jette de l'argent à une société qui n'a pas de revenus, ça on le faisait avant. Mais aujourd'hui, la levée de fonds, ça sert à financer de la croissance et à capturer un marché. Vraiment, il y a aussi un choix personnel. Est-ce que tu préfères avoir 10% d'une boîte qui vaut 100 millions ou 100% d'une boîte qui vaut 10 millions? C'est le même montant, mais c'est un choix à faire entre les deux modèles, où tu contrôles toute ta boîte ou pas. Mais bien souvent, si on avait fait le choix de dire non, on garde notre boîte à 100%, à un moment, tu ne peux plus concurrencer contre l'américain parce que tu n'arrives plus à développer les fonctionnalités que tes clients demandent. Donc, tes 100% qui valent 10 millions, ils ne valent plus 10 millions. Ils s'effondrent parce que même tous tes copains belges, tout le monde va commencer à prendre la solution américaine. Exact. Donc, même, ce choix n'est même pas forcément évident. Dans la tech, je parle. Dans la tech. Et donc, on a les concurrents, on voit Procyclic où on est, on voit le trajet belge versus le trajet américain. Avant cet épisode de rachat, tu as levé, tu as grandi. Et tu es parti aussi plutôt dans la dernière partie de l'aventure, faire des sièges aux États-Unis, c'est ça? Oui. On a eu beaucoup de chance 2 fois, au moment de la série B, qui était en décembre 2019, janvier 2020, et qui était moins de 2 mois avant le Covid. Évidemment, un système pour enregistrer les visiteurs quand plus personne va au bureau, c'est moins sympa. Donc, on a levé les fonds 2 mois avant, et moi, dans la levée de fonds, dans le pitch auprès des investisseurs, et ça n'a pas été facile de trouver des fonds, malgré que les chiffres étaient très bons. C'était tout un cheminement dont on peut reparler si tu veux. Il y avait dans le deal, dans la proposition, le CEO va déménager aux États-Unis et continuer. On avait déjà 40% du revenu là-bas, mais c'était pour continuer à grandir et montrer un ancrage américain. Lui était convaincu que s'il y avait un acheteur un jour, ce serait un Américain. Et donc, c'était bien de commencer une présence là-bas plus forte, à gonfler. Donc, le 20 février, avec ma famille, mes 3 enfants, on déménage à New York. Les enfants commencent l'école le 25 février. Le 1er mars, on ouvre le bureau. Jusque-là, on était chez Belcham, où plein de startups belges sont, pour avoir un numéro de téléphone, une adresse. Donc faites-le si vous cherchez... Belcham, c'est la bonne porte d'entrée. Pour d'entrée, tu mets ton numéro. Et là-bas, sur le site, tout de suite, tout d'un coup, tu es aux États-Unis, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc, le 1er mars, on ouvre le bureau, on fait une petite fête au bureau. On avait recruté 5-6 personnes, en plus des 2-3 qui étaient déjà là. On était une dizaine. Et le 15 mars, on ferme les bureaux, on ferme l'école, les enfants rentrent à la maison, tout le monde travaille depuis la maison pour 2 semaines. Vous vous rappelez que c'était pour 2 semaines, on a oublié, mais c'était pour 2 semaines. Donc on s'est retrouvés là-bas. Donc au niveau personnel, ça n'a pas été facile pour ma famille. Après 4 mois, on est revenu, ça ne servait à rien, mais on a continué à grandir aux US, mais on est revenu. Donc ça, c'était le déménagement aux US, la croissance aux US. On a continué à grandir. Cette année-là, on a grandi de 35%, l'ARR. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 forces opposées qui ont eu lieu. D'un côté, effectivement, il n'y a plus personne qui allait au bureau, donc sur les visiteurs, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, quand il y avait quelqu'un, il fallait savoir qui c'était, qui signe un document disant qu'il n'a pas le Covid, qu'il a été vacciné, je ne sais pas quoi. Donc tout d'un coup, notre outil est devenu encore plus un outil de sécurité. Et donc nos clients existants nous ont déployé à travers tout leur site parce qu'ils avaient une solution, ils avaient besoin de la déployer pour monitorer l'activité sur leur site. Et ça, tu l'as senti, donc tu apprends qu'il y a le Covid, tu dis tout de suite, ok, j'ai une opportunité, ou tu te dis, on est foutu?
Non, écoute, d'abord, c'est un coup dur parce qu'on était à pratiquement 1 million de check-in par mois. Donc, check-in de gens qui passent par des accueils et qui s'enregistrent. Juste avant le Covid, on est passé à 200 000 en quelques semaines. Donc, 80% de perte de volume c'était incroyable. Et tu voyais le Covid sur la carte du monde de Procyclique parce que tu voyais les check-in qui disparaissaient par région. Le dashboard de la gloire qui tout d'un coup vient le dashboard de la loose. Tout d'un coup, le désert. Ouais, c'est ça. Le désert. Ah, il y en a un là, enfin. Et en termes de clients, ça a chuté aussi. Et alors, heureusement, en termes de revenus, on avait un revenu basé sur un abonnement mensuel et donc pas lié au trafic. Oui. Donc ça n'a rien impacté. Oui. On a perdu des petits clients qui regardaient leurs coûts de près parce que ça coûtait, le plan le moins cher, c'est 100 € par mois. Il y avait encore un 50 avant, donc même sur les petites boîtes, les grosses ont continué et on a fait beaucoup d'expansion donc, sur les existants. Mais trouver des nouveaux clients, ça a été la croix à la bannière. Là. C'était la galère. Donc, 35% de croissance en 2020. Heureusement, la caisse était pleine. On avait levé des fonds juste avant. On a recruté moins que prévu. Alors, c'était très dur aussi, parce que tu poses la question de qu'est-ce qu'on a fait. Donc, moment de stress pour commencer. Et puis après, on dit, OK, c'est quoi l'opportunité? Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, on se rendait compte que les employés devenaient de nouveaux visiteurs. Parce que les salariés d'une entreprise devenaient visiteurs chez eux. Parce qu'on leur posait plein de questions. Et le problème, c'est le contrôle d'accès, c'est un badge, c'est binaire, quoi. Tu rentres ou tu rentres pas. Il n'y avait pas cette logique de poser des questions. Yes. Donc, nos clients nous ont dit, on a besoin d'outils pour enregistrer les employés. Notre outil a commencé à être utilisé de plus en plus pour enregistrer l'accueil des salariés et les questions correspondantes, est-ce que Covid, machin. Puis on a développé une solution pour réserver des bureaux, donc le desk booking, où je viens demain, est-ce qu'il y a un bureau disponible? Et tous les autres bureaux autour sont pas disponibles pour la distanciation sociale, etc. Donc tout d'un coup, on a dû développer des solutions comme ça. Et là, je dois dire, on a été un peu plus lent que notre concurrent US, qui lui a eu chance et malchance aussi. Je me rappelle, je l'ai vu en janvier, donc un mois avant, conférence à New York. On fait tous les deux notre présentation, conférence de workplace, machin, future. On fait tous les deux notre présentation. Lui, il fait une vidéo incroyable. Il a payé $100 000 avec le futur du workplace. Un truc de dingue. Et il t'explique, machin. Puis après, je vais le voir et je dis, montre-moi un peu ton produit que tu annonces, un nouvel outil pour enregistrer, pour réserver les salles de réunion. Et je vais à son stand d'après, il monte son app. En gros, c'était une app avec libre, occupé. Pour réserver la salle de réunion. Tout est dans la vidéo, quoi. Tu fais une vidéo de $100 000 pour t'expliquer le futur du monde du travail. C'est ça, les Américains. Et puis après, tu vas voir le produit. Et en fait, je lui demande, c'est connecté à Outlook, ton bazar? Il dit, non, rien du tout. C'est juste jour-nuit, quoi. Tu vois juste ça. Il n'y avait rien d'autre. Mais alors lui, pas de chance de sortir un outil de réservation de salle de réunion. Un mois avant le Covid, il fait ça. Il passe sur Yahoo Finance, tout le bazar, parce qu'ils en PR, ils sont très bons, très connus aux US. Ils ont des pubs dans le métro de New York, enfin, des billboards partout. Mais grâce à ça, il a pu pivoter très vite cette offre-là en réservation de bureau. La salle est devenue bureau. Tandis que nous, on n'était pas prêts. On a pris un peu plus de temps à sortir la réservation de bureau. Donc, on dit 2020, croissance de 35%. 2021, 25%. Et surtout, ce qu'on remarque sur le marché, parce qu'on arrive à l'exit progressivement, ce qu'on remarque sur le marché, c'est, comme dans tous les marchés, il y a consolidation. Mais ici, avec le Covid, la consolidation commence à s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui disent les entreprises ont besoin de solutions pour gérer leurs espaces de travail, que ce soit la maintenance, que ce soit les déménagements, l'architecture, tout ce qui est des designs des bureaux, les accueils, les accès, etc. Qui va soutenir tout ça? Ce sont les softwares, les logiciels. On va commencer à racheter quelques sociétés. Plutôt que normalement. Tout marché est voué à se consolider. Nous, avec notre petite niche, un jour ou l'autre, on était destinés à se faire racheter. Mais pas si tôt. Pas si tôt. Et on a commencé à avoir des gros fonds de private equity américains qui ont racheté des sociétés dans le monde du workplace. Et on s'est retrouvés à un moment dans le viseur. Yes.
On en parlera après. Pour, tu vois, c'est comme les émissions dit plus tard, bientôt, dans 20 minutes. Vous apprendrez comment Grégory a pu vendre sa boîte. Donc voilà, ici, on va lancer une nouvelle chronique. On va demander, après avoir connu Proxyclick, on a envie de te connaître un peu plus, Grégory. Donc, on va te poser plein de questions assez rapidement. L'objectif, c'est juste que tu répondes en un seul mot. Après, si tu veux rebondir dessus, c'est un peu si c'est trop compliqué pour toi, il n'y a pas de souci. Parfois, on a envie de nuancer. Mais je veux vraiment que tu résumes ça en un mot. On fait ça? Je vais essayer de résumer en un mot, oui. Parfait. Yes. Parfait. Donc, première chose, en tant que fondateur, on dit souvent qu'on touche un peu à tout. J'aimerais que tu définisses en un mot comment est-ce que tu présenterais ton rôle. Jardinier. Jardinier, pourquoi? Moi, je crois que c'était un seul mot. C'est le premier, tu résumes et après tu nous dis quoi. Parce qu'en fait, le jardinier, il crée les conditions pour que les plantes grandissent quelque part, pour que le jardin se développe. Donc ça, c'est le rôle du jardinier, c'est l'ensoleillement, la direction, mettre les bonnes plantes au bon endroit en fonction de différents critères. C'est ça en tant que fondateur, c'est vraiment de prendre les bonnes décisions au bon moment, de prendre les bonnes personnes, de les mettre au bon endroit, de sortir la qualité des gens et d'essayer que tout se sublime grâce à ce travail ingrat de jardinier. Et quelle qualité il faut avoir pour être un bon jardinier alors? Je pense qu'il faut beaucoup de résilience parce qu'il y a beaucoup de tempêtes, d'averses, d'arbres qui cassent. Voilà, donc il faut beaucoup de résilience. Et je crois que c'est le critère principal du succès, en tout cas de Proxyclick avec du recul, c'est d'avoir tenu tellement longtemps. Beaucoup auraient abandonné, je pense, face aux difficultés qu'on a eues. Donc il faut ça, il faut beaucoup de détermination. Il faut voilà, un peu et déterminé au point que ça a l'air un peu fou en fait, parce qu'il y a des moments où les gens me regardaient, mais qu'est-ce que tu fais? Même derrière mon dos, on disait, mais ce type avait l'air malin, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est dommage. Oui, c'est dommage. Vraiment, donc il faut beaucoup de détermination, beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité, beaucoup de voilà pour comprendre les problèmes, pour essayer de centrer la solution à ce problème autour du client. Il faut beaucoup se centrer sur le besoin du client. Je pense que c'est très important de comprendre, dans quelque métier qu'on soit, de comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas et comment l'améliorer, plutôt que de dire voilà la solution et voilà, et point, avale la solution et tu fais peu importe. Écoutez, ça c'est continu dans toute la vie de la société, de capturer les feedbacks des clients et d'adapter le produit en fonction. Parfait. Quel défaut à bannir absolument pour un CEO? Alors, il y a tous les types de CEO et tous les types de choisis un défaut. Arrogance. Arrogance, ouais, c'est bon. Comment est-ce que tu décrirais la tech en Belgique? En un mot, c'est pas facile. Pas assez d'entrepreneurs, mais c'est pas un seul mot. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Insuffisant? Non, parce qu'il y a des fantastiques histoires en Belgique. Il y a des magnifiques boîtes qui... J'en vois beaucoup maintenant, puisque je partage mon expérience avec des entrepreneurs en essayant qu'ils ne fassent pas les erreurs que j'ai commises. Donc, j'essaie de pay it forward, comme on dit. Il y a plein de boîtes, mais il n'y a juste pas assez d'entrepreneurs, il n'y en a pas assez. Il faut stimuler l'entrepreneuriat et Startup Vie a un rôle fantastique à ce niveau-là pour donner l'envie à des jeunes de démarrer. Il faut se lancer. Le plus dur... Quel séducteur, ce Grégory. Le plus dur, c'est de se lancer. Yes. Le plus dur, c'est de se lancer. Après, c'est pivoter. C'est plus facile de pivoter que de se lancer. Et il sait de quoi il parle. Et toi aussi. Oui, on est d'accord. Justement, ta culture d'entreprise chez Proxyclick, en un seul mot. People-centric, c'est pas un seul mot, mais au centre, l'humain. L'humain? L'humain, oui.
Si tu devais résumer ton parcours en un seul mot? Sinueux. Ah. Et enfin, un regret. Peut-être de ne pas avoir été à l'international plus vite. D'avoir pensé que d'avoir un site en français, en néerlandais, en anglais, de tout faire, ça allait, voilà, site en anglais uniquement, et hop, on ouvre la planète, parce que c'est ça la force incroyable de l'Internet que nos parents n'avaient pas, c'est d'avoir sur tous les écrans accès à la planète entière. C'est juste incroyable, quoi, comme avantage. Pourquoi vendre en Belgique alors que on peut être accessible de la planète entière? Et que par Zoom, l'américain peut payer le développement en 2 réunions. On va parler maintenant du rachat de Proxyclick, l'évolution. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord, évidemment qu'on va parler montant après, et tu me diras je peux pas dire, je peux dire machin et tout, mais d'abord, comment ça se passe? Donc tu dis que le secteur se consolide. Ouais. Tu rentres dans le viseur de fonds d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux commencent à te contacter, ou toi, malin que tu es, tu contactes juste une banque d'affaires pour faire un petit dossier et... C'est peut-être une digression intéressante, c'est qu'en fait, en tant que CEO d'une boîte SaaS, d'une boîte tech en Belgique, à partir d'1 million d'ARR, et tous se reconnaîtront, on est contacté, mais sans arrêt, par des fonds d'investissement à 95% américains et 5% des British. Jamais des Belges, tout le temps, je veux dire, plusieurs fois par mois, pour faire connaissance, pour comprendre où on va. Et donc, en fait, ils font un mapping du marché et ils comprennent ce qu'il y a. Alors, évidemment, il y a les fonds de seed, les fonds de céréales, les fonds de série B, etc. Et en fonction de ta taille, tu es contacté par différents types de fonds. Donc, moi, j'ai toujours essayé de prendre ces appels pour construire la relation et aussi apprendre au passage. Au début, je n'utilisais pas assez bien ces appels pour aussi promouvoir la boîte. Par la suite, on est passé par un coach en levée de fonds qui a été incroyable, qui nous a transformés. C'est un British qui ne le fait plus. Je ne pense pas qu'il le fait encore. Mais voilà, peut me contacter, les gens peuvent me contacter. Moi, je demande au gars s'il est d'accord. Mais il nous a vraiment transformés, mon associé Geoffroy et moi. Il nous a cassé, fait pleurer. Il a enlevé le petit côté humble belge, tu vois, du petit collège jésuite BCBG où j'avais été. Et il a dit « Stop with this humility bullshit, I'm fed up !» Dis-moi que tu veux conquérir le monde, quoi. Tu vois, et donc, il m'a vraiment cassé. Les Américains, ils veulent entendre ça quand tu lèves des fonds. Ils veulent entendre que tu es le maître du monde. Et donc, dans ces discussions régulières, à partir d'une certaine taille, de 5, 6, 7 millions, tu fais des levées de fonds, tu apparais dans la presse, donc les gens te suivent. On a commencé à être contacté par les private equity. J'étais dans les 2 dernières années. Mais plus mapping du marché, observer, etc., construire la relation. Et puis ça s'est accéléré la dernière année, là, en 2021, quand ils ont commencé, la consolidation a commencé en fait. Et en fait, notre produit est très niche et était très bon. Donc vraiment, là, sans aucune modestie, c'était vraiment le meilleur produit du marché. Parce que c'était bien coaché. Parce que c'était bien coaché. C'est fini. Non, mais parce que ça, c'est le défaut de nos qualités, ou c'est la qualité de voilà, c'est qu'on a été à fond, on a pensé à beaucoup de scénarios, c'était un bon produit B2B. Tu vois, les entreprises avaient les fonctionnalités qu'elles recherchaient après pratiquement 10 ans de développement. Tandis que nos concurrents américains et canadiens allaient plus vers rajouter des nouveaux modules, etc. Nous, on restait très ciblés sur notre produit. Donc, on avait le meilleur produit du marché. Donc, les fonds pouvaient acheter 3 boîtes, en fait, potentiellement sur le marché. Il y avait l'américain, très cher. Et lui, en fait, n'était pas à vendre parce qu'il était parti sur sa trajectoire vers la licorne. Il y avait le canadien et il y avait nous. Okay. Et donc, quand à un moment, le marché s'est consolidé, ça a commencé à devenir un peu nerveux, on a été contacté par 2-3 fonds. On n'a pas pris de manque d'investissement, ça s'est fait assez naturellement. Je ne sais pas quel aspect tu veux que je raconte. Ok, mais donc 2-3 fonds de contact, pas de manque d'investissement, ils te contactent toi, tac, tu fais des premiers calls, qu'est-ce qui se passe? Alors ça a commencé en fait, donc
le plus gros fonds de software au monde que je ne connaissais pas s'appelle Thoma Bravo. C'est un fonds de private equity américain qui a 120 milliards sous gestion, pour te dire. Solide. Oui, un truc énorme. Et eux ont acheté plusieurs boîtes, et je te parle pendant les 2 ans après le Covid, ou pendant la fin du Covid, ils ont commencé à acheter des boîtes dans le software de workplace. Enfin, workplace software. Donc, tout ce qui est espace de travail. Ils ont dépensé entre 1 et 2 milliards, pour te dire. J'ai plein de boîtes. Une ancienne boîte de WeWork, voilà, plusieurs boîtes. Et une de ces boîtes qu'ils ont achetées, c'est une boîte britannique qui s'appelle Condeco, qui gère des salles de réunion, un software de salle de réunion. Et c'est le CEO de cette boîte-là qui m'a contacté. Ah oui. Je le connaissais déjà, on avait déménagé à New York tous les deux au même moment. On ne s'était pas vus à cause du Covid. Lui aussi avait déménagé là-bas, mais la boîte est beaucoup plus grosse. Eux étaient à 50, 60 millions d'ARR. Et donc on avait fait connaissance à distance, mais sans s'être rencontrés. Il m'a appelé, il m'a contacté, et il me dit, voilà Grégory, on vient d'avoir un conseil d'administration. Là, on est début août 2021, et on a décidé qu'on devait faire quelque chose pour le visitor management. Soit on en construit un, soit on fait un partenariat, soit on achète, et notre préféré, c'est vous. Je dis, OK, mais commençons par un partenariat, et puis on verra. Et sinon, reparlons-nous en septembre, blablabla, parce qu'il avait encore un autre board à ce moment-là qui était prévu début septembre. Très bien. Donc là, moi, je dois aligner... alors moi, à ce moment-là, on n'était pas vraiment prêt encore à vendre. On part en vacances et on revient en septembre, début septembre, mon associé et moi. Première réunion, on est arrivés tous les deux à la même conclusion. Il faut qu'on vende. OK. Déjà, pourquoi ça, pourquoi arriver à cette conclusion-là? C'est quoi parce qu'en fait, on commençait à voir que les clients demandaient plus que juste du visitor management. Comme le marché mûrissait, les gens voulaient une solution qui fait plus de choses. Donc, on sentait que ça commençait à arriver. Donc, de plus en plus, on risquait de ne plus recevoir les appels d'offres des années, et que le visiteur devrait être développé par les plus grosses boîtes. Première chose. Deuxième chose, là, on est courtisé, on est à plaire, quelque part, on a un excellent produit, mais si jamais on ne vend pas, ces gens qui nous courtisent, ils vont résoudre leurs problèmes. Ils sont concurrents, quoi. Ils vont résoudre le problème. Et donc, ils vont devenir concurrents. Donc, ces deux éléments-là, plus le fait qu'à ce moment-là, on avait encore 5-6 millions sur le compte et on brûlait 300 000 euros par mois, pour te donner une idée. Donc, on avait 1 an et demi, ou 1 an encore de cash, 1 an et demi. Et ça voudrait dire probablement, comme personne ne savait combien de temps ça allait durer, ce ralentissement dû au Covid, où on était déjà en post-Covid, mais c'était comprendre le monde du travail. Aujourd'hui, c'est toujours pas clair vers quoi on se dirige. Et donc, on risquait de devoir faire une nouvelle levée de fonds, interne a priori, avec les actionnaires existants. Donc, beaucoup de discussions et de non-alignement. Et puis d'en faire peut-être encore une après, si jamais on sort de l'ornière. On s'est dit, voilà, on se fait diluer 2 fois encore pour revenir à la valorisation qu'on aurait aujourd'hui. C'est pas gagné, sachant qu'il y a la concurrence, etc. Donc, on s'est dit, voilà, ce n'est pas le plan. On aurait bien aimé, nous, être une licorne. C'est sur cette thèse qu'on a levé des fonds. On était parti, on grandissait de 80 à 100% par an toutes les années avant, tu vois. Donc on doublait presque chaque année. On était parti pour être cette grosse boîte. C'est pas le plan, mais voilà, il faut être réaliste. C'est l'adaptabilité de l'entrepreneur. Il y a un critère aussi, moi je voulais montrer qu'en Belgique c'était possible, en commençant petit, en bootstrapant, de construire des gros succès technologiques. Et donc voilà, on a dû décider autrement. On a conclu qu'il était temps de vendre, mon associé et moi. Et puis ça s'est enchaîné assez vite. J'ai recontacté le type en disant on est prêt à discuter. À ce moment-là, les autres, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais les deux autres aussi nous ont contactés. On a repris contact. On a fait un mini processus. J'ai dû aller convaincre. En fait, le plus difficile, ça a été la relation avec les investisseurs. Parce que
Que vous avez mis pour la licorne, c'est ça? Alors l'Américain, il avait investi moins de 2 ans avant, 18 mois avant. Oui. Et donc j'ai été le voir, une fois que Geoffroy et moi on avait décidé avec Jean-Bernard, le 3e associé, qu'on était prêt à vendre, il fallait convaincre les fonds. Oui. Bien qu'ils étaient minoritaires, c'est le genre de critères sur lesquels il y a une clause, sans leur accord, on ne peut rien faire. Donc j'étais à New York, j'ai été le voir, on a déjeuné, on a dîné. Il a fallu... J'ai dû beaucoup expliquer pourquoi, etc. Ouais. Et il était vraiment un soutien important. C'est quel fonds? Five Elms. Ok. Five Elms, qui est basé à Kansas City. Ok. Oui, et Kansas City, il est très fier. Il m'a envoyé un WhatsApp hier. Parce que Super Bowl, exact. Il a gagné le Super Bowl. Et d'ailleurs, pour te dire, le soutien de l'entrepreneur, c'est une anecdote. Le soutien du fonds, quand on a déménagé aux États-Unis, il a envoyé pour mes 3 enfants 3 posters de Patrick Mahomes. Mais non, le quarterback. Mahomes, c'est le quarterback de Kansas City, donc il adore. Ouais. Et il a dit voilà pour. Ouais. Et je pense qu'il y a un drapeau belge, les 2 trucs pour l'adaptation des enfants. Le poster est toujours enroulé, puis on n'a pas eu le temps de l'accrocher. Ouais. Et donc là, bien que c'était pas dans son intérêt. Il a dit bon, ok, I'm supporting you if the founders wants to sell, I'm with you. Et alors il me dit on va pas faire il pense pas que ça vaut la peine de faire de prendre une banque d'investissement et de faire ce qu'on appelle un beauty contest, tu vois, d'aller voir plein de boîtes, etc., de faire tout un processus. Parce qu'il dit, Grégory, avec Thomas Bravo, il y avait Vista et un 3e. Tu as ce qu'il faut, quoi. Tu as les 2 meilleurs acheteurs de software au monde. Personne ne va payer plus cher. Ça ne sert à rien d'aller voir des dizaines de boîtes. De mon expérience, eux, ils extraient tellement de valeur des boîtes qu'ils achètent après qu'ils sont prêts à payer plus. Okay. Et donc, voilà. Après, je me dis, bon, je vais aller convaincre l'autre fonds maintenant, qui est un fonds allemand. Et là, beaucoup plus difficile. Alors que eux, ils sont arrivés... au tout début. Et donc, il faisait un bien plus élevé return que l'américain. Et eux voulaient faire un processus, banque d'investissement, etc., etc. Mais les mois passaient et on ne pensait pas que c'était une bonne idée. Oui. Bref, pour finir, ils ont été d'accord sur le principe. On a reçu des offres. Et après une analyse, une due diligence, une petite due diligence, donc on envoie, ça c'était très intéressant, aussi pour l'élevé de fonds, à la vente c'est la même chose, on envoie très peu d'informations en fait, ils veulent voir peu d'informations. Ah oui. Pour faire une offre, après pas pour la due deal, mais pour faire une offre, ils veulent voir ton PNL, donc ton bilan des 2 dernières années, ton plan pour les 12, 18 mois, éventuellement 24 mois qui viennent, ils veulent voir... anonymiser ta liste de clients avec l'évolution de leurs revenus. Ça, c'est le plus important. Oui. C'est-à-dire faire de l'upselling auprès de Ils veulent comprendre si ton panier est troué, en fait. Oui. Si tu continues à rajouter des clients, et en fait, et ils veulent voir le côté, ce qu'ils appellent le net retention rate. Ce qu'on appelle, donc, on a beaucoup parlé hier. Voilà. On a eu le CEO d'Actito hier et qui nous a... Ça, c'est une métrique les plus importantes. C'est de gagner, de continuer à grandir sur tes clients, sur tes clients existants. Donc, ils veulent voir 3-4 fichiers qu'on envoie. Sur cette base, ils font des offres. Et pendant le processus, je me fais contacter par le CEO d'une autre boîte. Il dit « Hey, Gregory, how are you? We should catch up, machin. » Je dis « C'est marrant quand même. Par hasard, le gars me contacte. » Et donc, je fais un call avec le gars. Et après, il me dit « Ah, mais justement, on recherche une solution de visitor management. » Ah bah tiens, quel hasard. Et je vais te mettre en contact avec le fonds qui investit chez nous, etc. Donc, on a un autre qui se met dans la course, qui par la suite s'est révélé être... un des autres fonds était en train de racheter ceux-là. Donc, d'accord. C'était vraiment le puzzle qui... Vraiment, consolidation. Le mot consolidation prend tout son sens. Tu reçois tes offres. On reçoit les offres. Soyons honnêtes, qu'est-ce qui compte? Le prix? Alors, non, c'est pas ça. Il faut aligner les intérêts de tout le monde. Parce que toi, tu reçois l'offre, tu es fondateur, tu as des actions fondateurs. Oui. Donc, tu es beaucoup plus flexible sur le prix que les autres. Oui. Je reçois
la première offre, et là, je sais que ça ne va pas être accepté par les fonds, bien que nous, on aurait été d'accord, mon associé et moi, de vendre. Et donc là, je me dis, il faut que je réponde vite qu'on n'est pas d'accord pour montrer que c'est vraiment loin du prix, parce que si jamais on attend une semaine, il a consulté son board, etc. Donc, en moins de 24 heures, j'écris le mail. J'étais assez tendu en envoyant le mail. Tu m'étonnes. En disant merci mais non merci. Merci mais non merci. Mais vraiment, le mail est assez sec. En disant, voilà, super, comme je t'avais dit au début, on va continuer seul, il n'y a pas de problème. Enfin, dans le truc. Le grand bluff a commencé, quoi. Le grand bluff a commencé, quoi. Et je consulte même pas mon associé Geoffroy, parce que je sais qu'il n'aurait pas dormi pendant une semaine. Il avait dû relire ce mail. Et je savais aussi que je devais écrire ce mail pour montrer aux deux fonds que je ne vendais pas à n'importe quel prix, et qu'eux n'auraient pas vendu à ce prix-là. Donc, de toute façon, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là est très intéressant. C'est qu'en fait, le CEO ne me répond pas. Donc, le gars de Condeco ne me répond pas. C'est le partenaire de Thomas Bravo qui appelle le partenaire de Five Elms. Ok, donc de ton fonds, quoi. De mon fonds. Et tout d'un coup, et tous les deux sont... Thomas Bravo est majoritaire dans Condeco, mais Five Elms est minoritaire dans Proxyclick. Et tout d'un coup, la négo se passe... Mais non. Hors de mon contrôle. Alors, j'en avais discuté avec Ryan, il s'appelle le partenaire de Five Elms. Évidemment qu'il s'appelle Ryan. Voilà. C'est parfait. J'étais d'accord. Voilà, d'abord, je lui faisais confiance. C'est risqué, mais donc, voilà, je lui faisais confiance. Mais ça avait du sens que lui négocie parce que c'était le plus difficile à convaincre. Donc, si lui accepte, tous les autres doivent accepter. Donc... il fait la négo, tout ça se passe beaucoup par SMS. Moi, je suis en WhatsApp avec lui tous les soirs. Tous les soirs, j'étais sur WhatsApp, voir comment ça va, etc. Et lui aurait tout à fait pu revenir vers moi en disant, Grégory, désolé, j'ai essayé, ça va pas, ça a cassé, tant pis, on continue, quoi. Tu continues. Parce que lui, il a 20 boîtes dans lesquelles il a investi. Moi, il n'y en a qu'une. Donc, lui, il a tout à fait intérêt à ce que je continue. Voilà. Et donc, il a été sympa. Il a dit, écoute, j'ai poussé au maximum que j'ai pu. Sinon, j'ai peur que ça casse. Mais voilà, il a augmenté l'offre de 15%. Donc, super, très bien. Dans les conditions qu'il a, lui, une partie de son exit, il peut la convertir en action de l'entité qui rachète. Mais pas tout son exit, seulement une partie, que Thomas Bravo déteste. Thomas Bravo a énormément de pognon à déployer, ils ne veulent pas avoir ça. Donc il a ça dans le deal, et le fonds européen, le fonds allemand, avait dit, moi je veux du cash. Et donc on revient au board de Proxyclick, avec un grand sourire. On y arrivait, quoi. On est arrivé, le deal... et là, B. Angels, notaire de trucs... Et là, le fonds allemand dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi ? Mais parce que lui, il peut convertir une partie de son exit et moi pas. Je dis, mais attends, tu avais dit que tu voulais du cash. Je dis, mais non, ok, j'ai dit que je voulais du cash, que c'est le mieux. Effectivement. Mais si lui a des conditions différentes des miennes, moi je veux les mêmes. Alors, s'ensuit toute une discussion, blablabla. Finalement, on trouve un accord. Lui faisait 3,7 fois son argent. Donc, en moyenne, sur les deux levées de fonds. Donc, il a fait série A et B. Il faisait fois 3,7, ce qui est très bien comme sortie. À la fin, on lui a donné 4 fois son argent. Donc, moi et tous les autres actionnaires, on a donné un bout de notre exit pour qu'il soit d'accord de lâcher le truc de... Donc, après commence la vraie due diligence. Donc, on signe un term sheet, on se met d'accord entre nous, entre actionnaires, on signe un term sheet et... commence la due deal. Alors là, impressionnant. La machine américaine qui envoie... on avait des avocats aux États-Unis, des avocats... ils avaient des avocats aux États-Unis, des avocats en Grande-Bretagne parce que c'est une boîte anglaise qui rachète, une boîte britannique, des avocats en Belgique, mais des avocats aussi bien en droit social qu'en droit des sociétés. Il y avait des comptables, des bureaux d'audit américains, anglais et belges.
Donc tout ça leur a coûté des sommes phénoménales. Oui. Il y a eu des zooms et des zooms avec 20 ou 30 personnes qui étaient sur le grill, qui mettaient sur le grill notre management de 6-7 personnes, parce qu'à un moment, ça c'était important aussi, au début il n'y avait que Geoffroy et moi, mon associé et moi, et Jean-Bernard, le troisième, qui savait. Mais à un moment, il faut en parler au moment où tu sèmes la term sheet, il faut parler à ton CFO. Il faut parler CFO, il savait déjà parce qu'il avait préparé les documents, mais c'est aussi CFO et à tous l'exec team. Et tout d'un coup, c'est un coup de massue parce que les gars tout le monde est dans la tranchée en train de bosser et tout d'un coup, voilà, beaucoup d'incertitudes sur les carrières individuelles. Donc ça n'a pas été évident, mais ça on l'a dit plus tard à l'exec team. Donc, ils déploient leur artillerie lourde, ils font toute l'évaluation de la boîte. À la fin, ils valident le montant. On avait peur parce que souvent, entre la signature de la term sheet et la signature du deal final, la valeur peut changer. Parce qu'ils ont trouvé des cadavres dans le placard. Ici, pas eu de problème. Pas trop de cadavres, ok. Pas eu de problème. Aucun problème. La boîte était clean. Il n'y a pas eu de surprise. Donc, ils confirment. Et puis là, on est le 23 décembre, la veille de Noël. Et je reçois un coup de fil de Ryan, un WhatsApp. I need to talk to you. Oh non. Je dis, oh là là. Oh non. Voilà, we have a problem. Je dis, écoute, voilà, ça fait 1 mois que je demande à Thomas Bravo les conditions de mon investissement, donc l'argent que je vais transférer dans la nouvelle entité. Je viens de les recevoir, c'est inacceptable. Je n'ai même pas le droit de prorata. Ça veut dire que si jamais il y a une levée de fonds derrière, je ne peux même pas suivre. Ça, c'est un droit en Belgique. Je dis, moi, non, ça, je comprends. Je lui dis, in Belgium, it's part of the law. Quand tu es actionnaire, tu as le droit de suite s'il y a une levée de fonds. Je n'ai même pas le droit de suite, etc. Je suis feu, etc. Donc là, je suis livide. Et donc, tu vas vite ramener les cadeaux au magasin. Attends un petit peu. Je dis, écoute, ben voilà. Et en parallèle, je reçois un mail du CEO de Condeco. Il dit, voilà, Ryan menace de blow up the deal avec des demandes déraisonnables. Chacun joue sa partie, quoi. Alors moi, j'essaie de... non, c'est pas si grave. Dis-moi, je suis là au milieu. Et donc, là, on est le lendemain, le 24. Ryan me rappelle et me dit, voilà, j'ai a called around et il a essayé d'influencer d'autres copains dans des fonds qui eux influencent Thomas Bravo pour lui dire, allez, soyez sympa avec Ryan, laissez-lui son droit de suite, comme ça on peut clôturer le deal, quoi. Et il me dit, en fait, il n'y a personne qui ose téléphoner à Thomas Bravo pour leur dire ça. Parce qu'ils ont peur de Goliath, quoi. Tu vois, non, on veut être copains avec Thomas Bravo. Donc personne ne veut dire. Mais surtout, j'ai appris un truc, c'est que c'est pas spécial à nous. Apparemment, toujours comme tous les deals, c'est comme ça. Si tu veux investir avec Thomas Bravo, tu dis merci et tu as zéro droit. Et de toute façon, ils n'ont pas l'intention de faire d'autres augmentations de capital. Donc, je suis d'accord de signer. Et donc là, le DocuSign est arrivé. Le 24, ouais. C'est incroyable. Le 24, le DocuSign est arrivé. Tout le monde a signé. Alors, il y a eu encore un dernier stress. C'est qu'en fait, entre le signing, donc la signature qui est privée entre les associés, enfin les actionnaires, et le closing, où là, tu passes chez le notaire, etc. En fait, là, il y a encore tous les employés qui avaient des stock options, parce que tout le monde recevait des stock options, des actions, des warrants dans l'entreprise. Chez Proxicly, on avait eu cette politique, mais ça génère beaucoup de travail administratif derrière pour faire signer tout le monde, etc. Voilà. Bref, et donc il fallait encore que tout le monde signe, que tous les employés signent pour que ça se passe. Donc heureusement, tout le monde a signé, mais il y aurait pu avoir un employé qui dise non, ou des anciens employés aussi. Donc tout le monde a signé, tout s'est bien terminé. Et le deuxième coup de bol, donc comme tu sais, le premier coup de chance, c'était
signé la série B 2 mois avant le Covid. Yes. Le deuxième, c'est que là, on est le 14 janvier 2022. Et le 24 février, il y a la guerre en Ukraine, les marchés qui s'effondrent. Et voilà, j'ai demandé récemment à Ryan à quel prix tu penses qu'on vendrait la boîte aujourd'hui. Il m'a dit la moitié. Et donc, on ne la vendrait pas. Parce que personne ne voudrait. Les fonds n'auraient dit non, t'es gentil, Grégory, on ne vend pas la moitié. Tu continues à bosser, t'es gentil. Encore 2-3 ans, et puis on en reparle. Donc, ça a un impact vraiment. Donc, un bon produit, beaucoup de résilience. Et de la chance. Et de la chance. Et de la chance. Et de la chance. Il faut de la chance. C'est. Ça va être un long trajet, les gars. Ça va être un long trajet, les gars. Putain, ça va être un long trajet. Et on a dit beaucoup le mot prix. Mais on n'a pas parlé de prix, ça c'est quand même bizarre. Fais la réponse habituelle qu'on te donne quand tu poses cette question-là. Qui est pourtant très belge. Oui, j'ai signé, je peux rien dire. Non, t'as pas signé. Non, on peut pas dire. On a convenu de pas donner le prix. De pas donner le prix, voilà. Mais je sais que c'est mieux dans un article de presse, etc. Donner la valo, mais voilà. Mais assez que pour investir dans des startups que tu trouves chouettes en Belgique, quoi. Exactement, parce que je me sens une responsabilité aussi de pay it forward. Alors malheureusement, j'ai pas fait une exit assez grande pour pouvoir vraiment me lâcher et arroser la Belgique, acheter une vieille brasserie et en faire un IA startup à la Station F. J'aurais aimé pouvoir faire ça, mais et j'espère que d'autres le fassent, qui eux réussissent à monter des licornes, qu'ils le fassent surtout. Même à petite échelle, effectivement, je vois beaucoup de dossiers d'entrepreneurs. J'adore ces discussions. Je me revois. Et le seul problème, c'est que j'ai envie de prendre mon téléphone à leur place et de faire ce que je leur conseille de faire. Parce que j'aime beaucoup cette phase de développement de la boîte du début où tu dois trouver ta voie. Donc oui, j'ai investi dans quelques petites boîtes et j'adore. Est-ce qu'il y a un club des gens qui ont... Est-ce que vous vous retrouvez une fois par mois dans un bar sombre, avenue Louise, des gens qui ont vendu en Belgique et qui se trouvent avec un cigare, qui disent... Non, mais effectivement, j'ai changé de camp, entre guillemets, tu vois. Et donc, j'ai changé de camp et donc je suis contacté par des gens qui veulent investir, qui ne connaissent pas la tech, ou bien moi, j'en contacte des gens qui ont de l'argent et qui ont de l'expérience à comment gérer leur argent. Je leur demande conseil. Et donc, oui, il y a un réseau comme dans tous les métiers, comme il y a un réseau de gens qui font des podcasts et des émissions. Il y a des réseaux dans tous les milieux. Et donc là, il y a un réseau de gens qui investissent. Et ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'en fait, ce n'était pas le cas quand moi j'ai démarré. Les seeds, de plus en plus, peuvent se faire sans fonds, en fait. Tu peux avoir des business angels qui mettent des tickets de 25 000, de 50 000, de 100 000, et tu en trouves 10, 20, 30, et tu as fait ton seed. Et avant, ce n'était pas possible. Parce qu'il y avait la méfiance par rapport à la tech, on ne connaissait pas. Après, tu en trouves 10, ok, 20, 30, ça commence à être quelque chose. Si ton produit est bien, tu peux. Voilà, là, j'ai participé à un investissement et ils lèvent 3 millions juste avec des business angels. Ah ouais? Quelle boîte? C'est une boîte belgo-française. Donc, ils n'ont pas encore publié, ils n'ont pas annoncé encore. D'accord. Mais voilà, tout ça va dans l'écosystème. C'est très positif pour l'écosystème, vraiment. Génial. Mais je vais rajouter un truc, c'est qu'on dit toujours les Américains arrosent. Les Américains regardent les chiffres comme personne d'autre. Ok. C'est-à-dire qu'ils veulent leur KPI, ils suivent, et tu peux raconter la histoire incroyable, ton pitch et montrer que tu vas aller to the moon. Si tes chiffres sont pas bons, ça passera pas, quoi. Ça passe pas. Ils sont sans pitié. Et le chiffre principal, peut-être, que je voudrais mettre en avant aux entrepreneurs, c'est le ratio entre l'ARR que tu rajoutes par an et le cash que tu brûles pour le faire. Donc, si tu rajoutes 2 millions d'ARR et que tu brûles 1 million par an, c'est fantastique. Ou c'est 1,5. Hein, tu brûles 1 pour rajouter 2. Mais donc, c'est pas, l'un ne peut pas être regardé sans l'autre. Et ce qu'on avait dans la dernière année de notre boîte, on brûlait trop d'argent par rapport à l'ARR qu'on rajoutait. C'est ces deux chiffres-là qu'il faut regarder. Et idéalement, il faut brûler moins que ce qu'on rapporte comme ARR.
Toujours mieux. Question plus personnelle sur toi, ta phase de post-exit. J'en parlais avant le début de l'émission, que la première personne que j'ai rencontrée qui a fait un exit, qui était assez jeune, était plutôt en mode déprime un an après, de dire en fait, tu penses tellement toute ta vie d'entrepreneur à dire ce jour arrivera peut-être un jour. Quand il arrive, tu as l'impression d'avoir atteint le sommet de l'Himalaya. Enfin, tu racontes ton histoire, c'est un film, quoi. Je dis le 24, tu signes et tout. Après, ça peut être compliqué de dire c'est quoi le prochain sommet, est-ce qu'il y a un prochain sommet, où je vais, quand tu donné 10 ans corps et âme dans une boîte, tu vois. C'est quoi ton feeling pour l'instant? J'ai vu que sur LinkedIn, tu étais en phase exploratoire, oui, je ne savais pas quoi marquer. Post-exit. Je ne savais pas quoi marquer. Et d'abord, de vendre une boîte, tout d'un coup, d'un jour à l'autre, tu deviens inutile. C'est aussi une leçon d'humilité parce que le vendredi 14, on vend la boîte. Ouais. Le lundi 17, il y a un premier call avec le CEO de Second Eco, cette nouvelle boîte, et tout le management, et où il se présente parce qu'il ne les connaissait pas encore. Ouais. Donc, on est en janvier 2022, l'année passée. Et le mardi, le directeur des ventes, le directeur des opérations, etc., tous rapportent au directeur des ventes de l'autre boîte. Oui. Donc tout d'un coup, j'ai plus personne en dessous de moi. Oui. Je suis tout seul. Et alors c'est génial parce que tout d'un coup mon calendrier se vide, boum, 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 plus de Zoom, rien du tout. Et je suis passé à 2 heures par jour en une semaine. Oui. Alors que le deal c'était que je reste jusqu'à fin mars et plus personne m'appelait. En fait, tout le monde s'en fout donc c'est incroyable. Tu deviens. Tu pouvais encore badger dans tes bureaux avec ton système ou quoi? Juste. Donc ça, c'est un truc de dingue. Tout d'un coup, tu deviens inutile. Ouais. Et donc tu penses que tu es indispensable pendant 15 ans. Ouais. Tu bosses comme un dingue, il n'y a rien qui peut se passer sans toi. Ouais. Et d'un jour à l'autre, inutile. Donc, grand moment de solitude. On fait une grosse fête, on invite toute la boîte et tous les anciens aux Jeux d'hiver, une énorme fiesta, on fait un magazine avec des photos qu'on envoie à tout le monde après, donc on clôture bien toute l'histoire. Et depuis le 1er avril, effectivement, je ne travaille pas. Je m'étais dit qu'après l'été, j'aurais trouvé un job et j'aurais fait redémarrer autre chose. Mais en fait, ça prend plus de temps que ce que je pensais. Parce que c'est un problème de luxe, évidemment. Parce que, évidemment, j'ai le choix. Oui. Tu vois, c'est pas que j'envoie 50 CV, j'ai 20 interviews et 3 offres. Monsieur. Et je dois choisir entre les 3 lesquelles je prends. Ouais. Vraiment, je peux aller dans beaucoup de directions. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait du caritatif. J'ai lancé avec des copains Be for Ukraine, où on envoie des ambulances en Ukraine. On en a envoyé 40. Okay. On a levé plus de 3 millions déjà de donations. Au début, c'était des gens qui donnaient 50 €, 100 €. Puis c'est des family office. Maintenant, c'est des boîtes du Belvin qui donnent des gros tickets. Okay. Et hop, on fait des convois, on va en Ukraine. Alors, c'est pas énormément de boulot. Et le mérite revient à quelques amis qui sont très occupés là-dedans. Mais j'y contribue. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, pay it forward. La discussion débouche soit sur juste des conseils et on se revoit tous les mois, on va déjeuner, soit parfois sur un petit investissement et ça prend du temps. Troisième chose, c'est revoir mes copains que j'ai pas... Pendant 10 ans, j'ai beaucoup bossé, donc je n'allais pas déjeuner avec mes potes. Donc là, je prends quelques kilos et je vais déjeuner avec beaucoup de monde. Et peut-être finalement, le plus important, c'est de passer du temps avec ma famille et mes enfants. Je les amène à l'école, je suis à l'école souvent. J'essaye de jouer au stratégo avec mon dernier à 4 heures de l'après-midi, quoi, tu vois. T'es heureux ? Oui, cool. Mais je vais avoir besoin de créer quelque chose et de contribuer. Et parce que c'est très bien de... Ça va redémarrer, quoi. De faire quelque chose. Et là, je suis sur un truc avec un copain qui, comme moi, a vendu sa boîte. Et donc, on est sur un truc qui nous amuse. Encore une niche, avec très peu de concurrents. Un truc à digitaliser, où les gens te disent « ça sert à rien, ton truc ». Donc, j'adore. Bon. Et donc, on peut attendre quoi dans 6 mois je vais commencer à y passer 2 jours par semaine. Okay. Et puis, dans quelques mois, si jamais ça se passe bien, si ça m'amuse... Ouais. Voilà, on va voir comment ça se passe, alors je le ferai. Donc, Top, incroyable. On va passer maintenant à la séquence popcorn.
Grégory, je t'explique. Tu as 3 minutes pour répondre à un maximum de questions. Tu seras en concurrence face aux autres invités. L'objectif, c'est de répondre vraiment à plein de questions. Et à la fin de la saison, on va voir celui qui a répondu au plus de questions. Il gagnera quelque chose. On verra avec Thierry. Au moins un cookie. Au moins un cookie. Un peu plus si affinité. Et puis, donc un mot. Un mot. Donc ici, je vais te mettre le minuteur devant toi. Comme ça, tu as un peu de pression. Et moi, autant de mots que tu veux. Mais voilà, tu verras que les questions sont assez courtes. Le but, c'est vraiment d'accélérer. Tu me dis quand tu es prêt et on démarre. Je suis prêt. Ton premier salaire? 5000 Deutschmark. Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur l'homme? Non. Ta plus grosse facture jamais envoyée? 500 000 $. Ton pire client? Il n'y en a pas. Et le meilleur? EY. Ton avis franc sur ChatGPT? Inspirant. Le meilleur entrepreneur de Belgique pour toi? Ça, c'est pas facile. Je sais pas. Tu aurais pu dire Thierry. Si tu avais 22 ans maintenant et que tu recommençais tout de zéro, tu irais dans quelle boîte? Je pense que je commencerai ma boîte plus tôt. J'ai voulu être trop conservateur en commençant par travailler chez Siemens quelques années pour apprendre, machin. J'ai été entrepreneur, j'aurais lancé direct. Je sais pas, mais j'aurais lancé direct. Avec un mentor, un coach pour m'aider. Un autre pays pour vivre autre que la Belgique? L'Italie. Un entrepreneur sur lequel tu investirais pour le futur? Une personne? Ouais. Je pense que je répartirais mon risque sur plusieurs entrepreneurs et pas sur un, parce que je sais que... Tu as quelques noms que tu pourrais nous dire maintenant, des entrepreneurs à découvrir? Qui me viennent comme ça. J'aime beaucoup Ordercast, Ayoub, que vous connaissez peut-être. J'aime bien Live Crew, qui fait du suivi d'entrée dans le retail. J'aime bien Cowboy, évidemment. J'aime bien l'approche. J'aime bien l'ambition. Parfait. Ton plus grand défaut? Impatience. Ta plus grande qualité? Pas facile. Il y en a tellement. L'humilité. Allez, on va dire humilité. Pourquoi l'entrepreneuriat? C'est une passion. Quand j'étais gosse à l'école, dans la cour de récréation, je vendais des caleçons américains. J'avais mon petit classeur avec des caleçons américains. J'avais mon petit truc avec tous les caleçons du moment. Et puis après, j'ai vendu des cassettes. Vous ne connaissez pas ça? Les cassettes Maxell. J'achetais les disques au coin de la rue. Et j'ai le disquaire et j'enregistrais, je mixais. Et puis je vendais. J'avais un réseau de revendeurs dans toute la Belgique. Donc j'ai toujours voulu monter un business. Et puis c'est dans la famille aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la famille. Et avec du recul, tu ferais quoi différemment? Ben, j'aurais commencé plutôt à l'international. Le meilleur moment de ta carrière? Probablement la vente. Et le pire? La réticence de l'investisseur. Voilà, c'est parfait. C'est beau. On a cette question. Je pense que là, pour l'instant, tu es le gagnant. On verra après. Ouais. Mais tu m'as un peu forcé sur une question à répondre longtemps. Donne-moi des noms d'entrepreneurs. Je t'ai répondu. J'ai dit... Ouais, mais si tu réponds mal, écoute, c'est trop facile, tu répartirais mon risque. Une autre réponse, on ne peut pas accepter, ça te vie. Ton pire client, il n'y en a pas. Faux. C'est ça, faux, évidemment. Parce que j'ai senti non, il n'y en a pas. Évidemment. Mais si, évidemment que tu as eu des clients. Il n'y en a pas un comme ça que je dis... Non, il n'y en a pas comme ça. En tout cas, ça ne me vient pas comme ça. Bah, c'est ça le jeu, en fait. Si j'y réfléchissais pendant 10 minutes, je trouverais le chieur de service. Ça ne s'appellerait pas la séquence popcorn. C'est des questions dans tous les sens. Oui, c'est ça. Tu réponds spontanément. On va maintenant parler un peu de sales ici, parce que ça nous intéresse. Hein, comment on construit des entreprises qui se vendent, c'est aussi parce que d'abord on a vendu les premiers contrats et tout ça et tout. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été chercher tes premiers clients? Tu nous en parlais un peu en intro de l'émission, mais comment c'est passé au début? Oui, alors donc il y a différents types de fondateurs. Moi, je suis un fondateur avec un profil plutôt commercial. Il y a les fondateurs plutôt tech, beaucoup dans la Silicon Valley d'ailleurs, ils sont comme ça. Et donc moi, c'était moi le premier commercial de la boîte. Et je suis resté longtemps en charge des ventes, trop longtemps peut-être. Au tout début, je faisais du porte-à-porte. Donc j'avais encore un autre job. Et j'allais, c'était sur le zoning à Zaventem, je bossais là-bas. Et le midi,
je sortais pendant 1 heure et j'allais faire le tour des bureaux. Et je rentrais dans la réception et je voyais comment ils faisaient. Je chattais un peu avec les personnes à l'accueil. Je notais les informations que je voulais, le nom du responsable, l'adresse email, la situation actuelle, comprendre comment... C'est vraiment un luxe d'avoir un produit. Tu rentres dans la réception, rentres à l'accueil et tu vois quelle est la situation actuelle. Oui. Donc la personne, quand tu téléphones, me dit « Non, tout va bien, tout est en ordre. » Non, t'es devant elle, tu ne peux pas me dire ça. Je le vois ton carnet. Je le vois ton carnet. Donc, en faisant du porte-à-porte comme ça, et je faisais 8 visites à l'heure et je remplissais ma fiche. Et puis derrière, je faisais un suivant. C'est comme ça qu'on a commencé. Okay. Ça, c'est les premières ventes. OK. Et comment s'est construit après, 3 ans plus tard, le produit est mûr et tout. Elle ressemble à quoi ta team de sales? Pendant longtemps, ça a été moi avec... on a recruté... C'est seulement quand on a eu... je dirais après la première levée de fonds, on a commencé à construire une petite équipe commerciale. On a été 10 pendant très longtemps, 10-15. On a recruté un commercial. Mais peut-être que ce qui intéresse les gens, c'est ce qui s'est passé après. Donc en fait, on a segmenté notre marché ou notre équipe commerciale en 3 ou en 2, disons, grandes entreprises et moyennes entreprises. Et alors encore plus petit que 500 ou 1000 personnes. Donc, il y avait en dessous de 500 personnes, entre 500 et 1000, entre 500 et 5000 et au-dessus de 5000. Yeah. Donc on a structuré comme ça, où les tactiques commerciales étaient différentes. Au-delà de ça, ce qui a vraiment beaucoup changé, c'est qu'à un moment, qui a changé la boîte, je veux dire, on a créé une équipe de SDR, de Sales Development, comme on dit. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir le vendeur qui trouve le client, qui qualifie et qui vend, mais on a segmenté ces 3 étapes. Trouver les leads, c'est le marketing, beaucoup d'inbound. On a grandi la boîte jusqu'à 4-5 millions d'ARR, pratiquement qu'avec l'inbound. Yeah. Donc les demandes entrantes. Puis ensuite, on avait des SDR, donc les demandes rentrent. Il y avait un SDR, plutôt un commercial junior, qui qualifie le lead. Qualifier lead, ça veut dire quoi? C'est comprendre la taille de l'entreprise, est-ce qu'ils sont prêts à dépenser, à acheter maintenant, est-ce qu'ils ont le budget, etc., etc. Donc ça, c'était la qualification. Et une fois que c'était qualifié, le lead est passé, le lead qualifié est passé vers un commercial, un account exécutif. Ça, c'est l'organisation comme ça. C'est assez classique dans les boîtes SaaS. Combien de temps ça mettait, pour le temps que ton SDR qualifie quelque chose et un contrat se signe? C'était quoi la durée de vie de cycle? Alors, ça dépendait du segment. On avait aussi du touchless, donc où les gens s'abonnaient automatiquement. Donc ça, c'était presque immédiat. Il y avait un free trial, donc ils pouvaient tester la solution pendant 15 jours gratuitement. Et donc on repérait ceux qui connectaient l'iPad, par exemple, qui faisaient 5 check-in. On savait que ceux-là avaient une chance supérieure aux autres à conclure. Et donc, c'est ceux-là qu'on appelait et avec qui on construisait une relation le plus rapidement possible. Mais donc, le cycle commercial sur le petit segment, c'était 1 mois. Le moyen, c'était 2-3 mois. Et le grand, c'était 3-6 mois. Ok. Et est-ce que comme customer, qui à l'époque qui était la carte de fidélité chez les commerçants, et qui en fait, au-delà du service qu'il proposait, au début, il visait les commerçants, il proposait un iPad, quand c'était la mode de l'iPad, quand c'était encore neuf, et donc tout le monde voulait avoir en fait le service customer, l'app, mais pour en fait avoir l'iPad customer et payer les commerçants, payer l'abonnement. Est-ce que toi aussi, pour les petits, l'iPad c'était quelque chose qui drivait, ou ça n'a jamais fait partie de ta formule? C'était que le... Au début, on ne donnait pas l'iPad, on n'offrait pas l'option d'acheter l'iPad, on disait, mais attendez, vous avez acheté un iPad, c'est pas compliqué. Oui. Puis en fait, on s'est rendu compte que pour fluidifier le processus de vente, c'était plus facile d'offrir aussi l'option de livrer l'iPad. Oui. Plus pour des raisons internes de l'entreprise. Ils sont tous sur Windows, il faut acheter un iPad, il faut créer un purchase order. Oui. On perd du temps juste pour acheter un iPad. Oui. Et donc là, mon expérience des grosses boîtes m'a aidé de comprendre une chose aussi absurde que la complexité d'acheter
d'acheter un iPad. Voilà, ça prend 10 documents à signer. Donc on se dit, hop, on a une option, vous pouvez acheter l'iPad. Et on a une option, vous pouvez le louer aussi. Ça, c'est seulement vers la fin. Et qu'est-ce qui marchait le mieux pour driver tes sales? La commission ou il y a d'autres choses? Qu'est-ce que tu as appris à 10 ans d'avoir une équipe sales ou plus? Non, je pense que, je pense que le principal pour driver en général, pour nos motivations personnelles, c'est d'avoir un impact. Oui. Ce qu'on fait a du sens et que je le fais avec des gens que j'apprécie et que je m'amuse. Oui. Tu vois, après, derrière, le reste suit. Si tu as les bonnes équipes, les bonnes personnes, la bonne ambiance, le reste suit. Après, derrière, effectivement, il faut gagner sa vie et les commissions sont certainement un critère important. Maintenant, il y a une culture très différente entre l'Europe et les États-Unis, où en Europe, il y a beaucoup de... Le salaire couvre normalement tous tes besoins et le bonus, la commission, vient en plus pour t'offrir une chose que tu t'offrirais pas normalement. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. Il y a vraiment le salaire fixe est assez faible, et le variable est élevé. Oui. Donc ils ont besoin du variable pour vivre. Et donc là, quand on construit une équipe commerciale, ça je ne savais pas au début, mais on ne peut pas vraiment faire les mêmes structures de bonus parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Oui. En plus, en Belgique, quand on dit le salaire, dedans, il y a les chèques repas, il y a la voiture, il y a plein d'avantages. Oui. L'Américain, il n'a pas tout ça. Oui. Donc, il y a un petit déséquilibre entre les deux. Donc, c'est important aussi de tenir compte de ça lorsqu'on construit des plans de commission. Et qu'est-ce que t'attendais, toi? Qu'est-ce qu'attend un jeune SDR rentre chez toi, ProCyclic? C'était quoi la qualité que tu voulais le plus voir dans la personne? C'est plus important pour... Je pense que c'est la curiosité. On a eu des SDR qui étaient assez mécaniques dans leur manière de... Voilà les questions qu'il faut poser pour qualifier un client. Tu vois, est-ce que la réception a beaucoup de trafic? Combien d'employés dans l'entreprise? Comment vous faites aujourd'hui? Vous avez un contrôle d'accès? Et il est posé de matière mécanique, mais quand la personne répondait quelque chose qui pouvait amener une discussion parallèle ou une digression, il ne rentrait pas dedans. Oui. Et je pense que ça, c'est la curiosité. Et ça s'apprend au plus jeune âge. C'est l'intérêt pour les choses... Voilà, pour les autres, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Tiens, c'est de comprendre. Et ça, c'est envie de comprendre. Tu ne l'as que si tu veux résoudre le problème de la personne. Donc, tu dois partir du fait du problème de la personne que tu as au téléphone. C'est vraiment ça. Les bons vendeurs, ils résolvent la solution, le problème de quelqu'un. Et pour ça, il faut d'abord valider qu'il y a un problème. Il ne faut pas vouloir vendre. J'ai un super produit. Non, non, non. Comment vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que... voilà, imaginez ce papier à la réception, mais on voit quand même le nom des gens, c'est quand même pas très confidentiel. Bien, ça vous est déjà arrivé de devoir téléphoner pour trouver quelqu'un parce que son visiteur l'attend? Ah oui, ça m'est arrivé. Ça vous a embêté quand même, c'est quand même pas normal. Vous êtes une grosse boîte, vous êtes une grosse boîte pharma, et vous passez un quart d'heure à chercher... Regardez, il reçoit son playbook. Il reçoit son playbook. Un sales ne quitte jamais un sales. Non, mais c'est vraiment... il faut sentir la... Ah oui, alors la personne dit, ah oui, c'est vrai. Et donc tu l'enfonces dans son trou, tu vois. Et tu l'enfonces et tu vas avec. Mais j'ai la solution. Ne vous inquiétez pas. ProCyclic est là. Imaginez si c'était possible de... Tu parles même pas encore du bruit. Imaginez si c'était possible de... Pas devoir téléphoner, il reçoit un SMS, etc. Et si c'était possible de savoir qui est venu quand, en cas de vol. Ah ouais, ça ce serait bien. C'est possible. Ouais, c'est possible. En tout cas, on a un bon vendeur ici. Ça c'est sûr. Je regarde dans mes petites questions. J'en ai une. Vas-y. Je voulais savoir, on a parlé de montant, 500 000 balles à un moment donné, mais en général, le montant moyen des contrats ici. Le montant moyen était beaucoup plus faible, évidemment. Je crois que c'était quelques milliers d'euros, 3-4 000 par an par site, donc par réception. Et il reste plus ou moins... Ou par entreprise. La lifetime value, plus ou moins? On avait un churn très 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 bas. On avait un net retention rate donc de 100... maintenant j'ai un doute, 118%, quelque chose comme ça. Ouh, comme Axito, il nous dit hier, si t'as 100, c'est pas mal. 110, ça commence à être bien. 120, c'est très très bien. Oui, il faut...
C'est super important et ça revient au même point. C'est avoir des gens qui ont envie de résoudre les problèmes de leurs clients. Que ce soit au moment commercial ou au moment du truc. T'as des boîtes, tu leur envoies un mail, ils ne répondent jamais. Votre produit que j'ai acheté ne marche pas. Tu sens qu'ils n'en ont rien à faire. Oui. Ils t'ont vendu le truc, c'est plus leur problème. Oui. Pour tes SDR, ils rentrent chez toi. Combien de temps on reste SDR? Alors on dit typiquement maximum 2 ans. 18 mois, 2 ans. Et après, et puis là, tu deviens account exécutif. Et là, tu deviens account exécutif. Plutôt, tu commences sur les segments plus bas. Oui. Et puis, si tu es bon, bah, tu montes de segments et en fonction des intérêts aussi. Ou alors, ce qui est important dans une boîte aussi, c'est d'avoir du recrutement interne. Ça veut dire quelqu'un qui est rentré comme SDR, en fait, il ne se voit pas commercial. Il part plutôt vers le marketing. Ou il part vers Customer Success. Donc de créer cette logique où un job est d'abord publié en interne avant qu'il soit publié en externe. Ok, top, on a fait un peu le tour pour les sales, c'est bien, ça intéressera surtout, enfin pas surtout, mais aussi les gens qui font Sales Hunt chez nous, la formation pour devenir SDR, top. Alors on va passer maintenant à une nouvelle rubrique qui est celle que je préfère personnellement, voilà, je le dis, rien à foutre. On a fait un jour de Team Building en interne Certes Vie. J'ai eu la très bonne idée de trouver un site internet qui posait les 100 questions pour rompre, tu vois, faire un icebreaker, quoi, tu vois, mettre les gens à l'aise. Des questions vraiment qui n'ont aucun sens. J'ai trouvé des questions qui ont un sens, mais en fait, c'est chouette de les poser les deux. Elles sont là. Tout ce que je t'ai demandé, c'est avec ton bras très très grand, de prendre l'enveloppe et les deux. Prends les deux. Parce que je te demandais de maintenant en fin de question team building, on va aller savoir qui tu es vraiment maintenant. Pas le CEO, mais monsieur Grégory derrière ça. Et donc, est-ce que tu peux commencer par tirer une question qui est là, la lire et puis répondre? C'est comme les petits chocolats italiens. Exact. Alors, décrivez une expérience que vous avez vécue qui vous fait revoir vos valeurs. 110. C'est la dernière. Elle est pas mal, hein? Oh là là. T'as commencé par une dure, hein, c'est sûr. Ouais, ça pas de chance. Qui vous a fait revoir vos valeurs? En plus, c'est une question d'interview que je pose ça. Une variante, je leur demande donnez-moi un exemple de quelque chose dont vous étiez convaincu et avec du recul, vous vous êtes rendu compte que c'était pas vrai. Maintenant qu'on me la pose, je ne sais pas y répondre. Oh, c'est le malin quand on recrutait du monde maintenant qu'il faut y répondre. Pourquoi tu cherches quelqu'un chez Startup? Un commercial plutôt balèze. Écoute, je peux t'aider si tu veux. J'essaie de gagner du temps là parce que revoir vos valeurs. Valeurs, c'est quand même solide. C'est fort, ouais. Valeurs, j'en vois pas. Avis, c'est différent. Mais valeurs. Mais pas sur la vie. Valeurs, c'est peut-être très fort. Même à vie comme ça me vient pas, mais à mon avis, c'est... Écoute, prends une autre question, on la garde sur le côté, prends une question, et si tu as un truc, on y revient, mais prends une question toujours dans la jarre. Oui, en fait, peut-être, avis, peut-être quelque chose, c'est... mes amis se foutent souvent de ma gueule parce que je suis très l'Amérique, anglo-saxon, l'optimisme, c'est fantastique, comme tout est possible, etc. Et donc, là, j'en ai pris plein la gueule aux US. Donc, mes 4 mois aux US, il y a eu, évidemment, le Covid. Il y a aussi eu Black Lives Matter pendant les petits 4 mois, donc sur 100 ans. Et donc, il y avait toutes les vitres de la Fifth Avenue qui étaient couvertes de planches en bois. Il y a des manifestations. Il y a eu... Donc, j'ai vu le revers de la médaille, en fait. Et ça ne m'a pas donné envie de prolonger l'expérience. De prolonger, non. Si jamais il arrive un accident aux parents, les enfants sont mis dans des orphelinats. Enfin, je me rappelle les cas de Covid représentaient... Moi, j'ai oublié les détails, mais les factures d'hôpitaux pour les traitements Covid, c'était pas couvert. Enfin, j'ai vraiment vu le revers de la médaille. J'ai voulu, un bel exemple, j'ai voulu acheter, ça n'a rien à voir, j'ai acheté j'avais besoin d'une voiture, j'avais une voiture de location au début, et il te demande ton passeport, ta carte d'identité, tout le bazar pour acheter juste te mettre sur la liste des gens qui veulent une voiture. Pourquoi vous avez besoin de ça? Donc, ils n'ont aucun souci par rapport à la vie privée. Et tous ces aspects-là, voilà, ça, c'est peut-être la meilleure réponse, en fait, sur toute ma vie, de
j'ai revu un peu mon opinion par rapport aux États-Unis. J'adore le positivisme et le côté tout est possible. Ils sont juste incroyables. On le voit tous les jours. Mais par contre, le revers de la médaille est quand même dur. Parfait. Yes, tu peux. Choisis bien. Hein. Choisis bien. Je pense qu'on aura une question beaucoup moins profonde et une réponse. Alors, si chaque journée comptait 1 heure de plus, à quoi souhaiteriez-vous la consacrer? Stratégo. J'ai écouté l'interview. Stratégo avec les enfants. Ah là là. Peut-être passer plus... non, c'est pas facile. Je sais pas si je vais le recruter. Hein. Non, je suis un petit peu lent. Il y a tellement de choix, c'est vraiment pas évident. Ouais. Mais disons à rester 1 heure de plus à table avec des copains ou en famille et de discuter. Voilà. Très belle réponse, cool. Pour une question là maintenant dans l'enveloppe. Ça c'est différent quoi. Exact. C'est moins high level normalement. si on a bien travaillé. Normalement j'aurais dû en faire 5 là. Exactement, normalement plus tard, mais là on n'a pas le temps. non, pas du tout. Quel sport pratiquez-vous étant petit et maintenant? Oui. Plus ou moins les mêmes. Tennis, j'adore le tennis. T'es au paddle maintenant, arrête. Maintenant t'es au paddle, maintenant t'investis dans des terrains de paddle, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, j'ai dans un terrain de paddle. Non. C'est marrant, on m'a proposé de jouer au paddle ce soir. Évidemment, tu vois, je te connais. J'ai joué qu'une fois dans ma vie. J'adore le tennis. Le paddle, c'est sympa, allez, ouais. Plutôt tennis, foot. Okay. J'aime bien le foot aussi, mais je joue très mal. Tu peux retourner la question, voir qu'il y a une autre question de l'autre côté. Quand vous étiez plus jeune, quelle était votre peur la plus ridicule? Oh là là, quand j'étais gosse, je sais pas, les araignées ou... Ouais, ça marche, ça compte. Ouais. Tu peux demander de prendre une dernière question là-dedans. J'ai regagné le droit de... Exactement. Alors, quel est le plus beau cadeau qu'on vous ait jamais offert et le plus beau cadeau que vous ayez offert à quelqu'un d'autre? La première question, c'est vraiment pour se fâcher avec tout le monde, ça c'est sûr. Le jour de la Saint-Valentin, tu peux poser des Exactement, c'est à réfléchir à ça. À qui je vais me fâcher? Peut-être un beau voyage, le plus beau cadeau que j'ai jamais offert, un beau voyage. L'année passée, on est parti, on a fait un beau voyage en famille après aux vacances de carnaval, après la vente et la souffrance de ces années. Et le plus beau cadeau que vous ayez offert à quelqu'un d'autre, ça c'était ça, et qu'on vous ait jamais offert. Déconne vraiment pas ta réponse. J'ai pas. Une question, je passe. Joker. C'était la question la plus dure de l'interview. Joker. Nickel. Dernière maintenant, rubrique de l'interview. Comment un entrepreneur qui a fait la Belgique, les US, est revenu des US et tout, comment est-ce qu'on fait bouger les choses en Belgique? La première question la plus simple, tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs en Belgique? Inclure l'entrepreneuriat dans le système éducatif, dans la scolarisation, voilà, de le banaliser en fait. Oui. Dans les écoles, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent raconter leur histoire, il faut, voilà, absolument, il faut que ce soit dans les options vouloir changer le monde, la créativité, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer, comment le changer, et c'est possible. Et c'est possible de changer les choses. Alors, cette culture du c'est possible, ça c'est plus difficile. Changer la culture, c'est plus difficile. Apprendre aux gens, donner des cours d'entrepreneuriat, ou même pas, juste être exposé aux entrepreneurs. Est-ce que je suis entrepreneur en Belgique, toi, tu as l'occasion de mettre en relation avec une personne, ou un livre, ou un podcast, j'ai 1 heure à consacrer, qui tu me renseignerais de soit de rencontrer, soit de lire un de ses livres, soit un podcast, un blog, quelque chose comme ça 2, je vais te donner. Ok. Un livre, mais ça c'est pour ceux qui sont dedans maintenant, ceux qui sont dans leur boîte tech. C'est 2 petits livres coécrits par un VC et par un entrepreneur. Ça s'appelle Survival to Travel. Ça raconte toutes les phases de développement de l'entreprise et de manière très pratique tous les conseils qu'on peut donner, comment construire ton équipe, comment lever des fonds, comment le rôle du CEO change ou quand le rôle du CFO change, chacun des rôles change avec la taille de la boîte. C'est très, très actionnable, très utile comme livre. Survival to Travel. Ok. Ça, c'est les livres. De manière plus générique, il y a un podcast qui explose aux États-Unis. C'est 4 gars qui discutent comme ici, on discute. Ils sont sur Zoom tous les 4, enfin, sur en ligne, toutes les semaines. Ça
Ça s'appelle The All In Podcast. Tu as peut-être entendu parler. Okay. Et c'est 4 mecs qui ont bien réussi. Ils sont tous certainement centaines de millionnaires et plus. Okay. Il y a David Sachs là-dedans. Il y a David Friedberg, Jason Calacanis et j'ai oublié le nom du 4e. Super smart tous les 4. Et ils parlent de technologie, ils parlent d'entrepreneuriat, ils parlent de politique. C'est moins intéressant parce que ça nous concerne moins. Ils parlent beaucoup de politique américaine. Et alors, parfois, ils invitent... alors, ils sont copains d'Elon Musk, par exemple. Et il y en a il y a une émission où il y a Elon Musk qui vient discuter, mais comme ça, de manière sans filtre, tu vois. Oui. Et donc, c'est très intéressant d'avoir en première main l'information sans passer par un média intermédiaire. Et toutes les semaines, ils racontent l'actualité de la semaine. Ok, top. L'entrepreneur, je dois me connecter demain sur LinkedIn avec l'entrepreneur belge, avec qui il faut vraiment suivre son actu. Il va être inspirant demain. Tu le sais, on ne le connaît pas encore. Qui tu nous conseilles d'aller rajouter là maintenant pour l'émission sur LinkedIn? J'ai vraiment personne. Pas qu'il y ait personne d'inspirant, il y en a beaucoup, mais... Dans les jeunes chez qui tu as investi récemment, qui tu nous conseilles? En fait, c'est moins dans la culture, je dirais, des entrepreneurs belges, de beaucoup communiquer, de beaucoup partager, de beaucoup raconter. Donc, j'ai pas de nom comme ça où je dis, tiens, le contenu est passionnant, je le suis, je me réjouis de lire son post suivant. Oui, ses actions sont passionnantes, tu vois, d'accord, mais je prends LinkedIn pour dire LinkedIn, mais tu vois, quelqu'un avec qui je peux aller me connecter et c'est sûr que dans les 3 prochaines années, ces actions vont avoir un impact dans sa boîte, ça va avoir un impact sur l'écosystème, tu vois. Non, je suis désolé, j'ai pas de nom à te donner. J'aimerais bien. Tu as investi récemment dans les gens quand même. Il y avait oui, qui... bien sûr, mais je ne peux pas te dire qu'il y en a un qui... Ils sont tous... Là, il y en a tous qui... Ils sont super. J'adore, j'ai parlé d'Ayoub, j'adore sa dynamique. Mais voilà, Ayoub, on va prendre Ayoub. Voilà, il est punchy, il a envie, quoi. Ayoub d'Odorcast, on le prend. D'Odorcast, voilà, je le trouve très inspirant dans sa manière d'aborder le problème qu'il veut résoudre. Et il se bat comme un diable, comme tous les entrepreneurs. Il ne faut pas croire que c'est facile, c'est vraiment dur. Et voilà. Cool. Dernière question. C'est quoi ton prochain projet? Mon prochain projet, écoute, ça a à voir... C'est celui d'un ami que je vais probablement rejoindre, mais ça a à voir avec... comment je vais dire c'est de la reconnaissance. Allez, tu connais Vivino, tu reconnais c'est une approche similaire pour un autre secteur. Ok. Le Vivino de... Exactement. Non, c'est pas encore... Voilà, exactement. C'est un autre secteur. Mais vraiment niche. Ok. Très niche, mais beaucoup de potentiel. C'est ce qu'on croit toujours. L'entrepreneur est optimiste, éternel. Exactement. Éternel. C'est toujours le verre à moitié plein qu'on regarde, malheureusement, parfois. Et c'est pour ça que c'est important, peut-être terminer pour ça, de bien s'entourer. Oui. De bien s'entourer, d'avoir des gens qui sont complémentaires. Je dois dire que mes 2 associés, Geoffroy et Jean-Bernard, ont été incroyables par leur résilience, mais aussi le fait qu'ils étaient complémentaires. On est tous les 3 complémentaires l'un à l'autre. Ça a été un des succès, un des critères principaux du succès de Procyclic. Bien s'entourer avec les investisseurs aussi, bien s'entourer avec les employés, l'exec team, faire des bons choix. Et finalement, bien s'entourer aussi à la maison et faire un bon choix parce que il faut quelqu'un qui soutienne la vie de l'entrepreneur parce que c'est pas facile tous les jours de dire ça ira mieux demain. Mais ça ira mieux demain. C'est ça que vous ne t'inquiète pas. Ça ira mieux. Il n'y a pas encore de cadre à ce mur. Il y a toujours un câble qui sort. Mais demain peut-être. Ça ira mieux. Nickel, un grand merci de venir dans l'émission. C'était merci à tous les deux. J'avais raison ou pas finalement? L'épisode. Il est dingue ou pas? Allez, il est dingue, d'accord. Allez, ça va, il est bien. Ok, parfait. Portez-vous bien, commentez, partagez, entreprenez évidemment. À bientôt. Salut. Ciao.